tous. Le primat d'Irlande, Monseigneur Sean Brady, va être bientôt créé cardinal par Benoît XVI. Monseigneur Brady, qui il y a quelques semaines s'est excusé pour l'horreur des agressions sexuelles commises depuis 1940 par des prêtres irlandais à l'encontre de plusieurs milliers d'enfants. Un scandale qui a secoué l'Église d'Irlande, c'est ce que nous allons voir, puisque cette semaine, je vous emmène sur cette île celte. Vous le savez, le territoire irlandais est coupé en deux. D'un côté, la République d'Irlande, indépendante depuis 1921. De l'autre, l'Irlande du Nord, sous autorité britannique, où désormais catholiques et protestants dirigent ensemble la province après des années de conflit. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Avec nous, pour en parler, Philippe O'Rourke, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la branche française de l'Ireland Fund. Je ne sais pas si je prononce très bien. On dit les Ireland Funds. Voilà, exactement. Bon. C'est une ONG d'aide à l'Irlande, c'est ça? C'est une OING, une organisation internationale, donc non gouvernementale, qui a été créée aux alentours des années 63 par le président Kennedy et des personnalités irlando-américaines pour promouvoir la paix en Irlande du Nord, essentiellement. Alors, j'ai envie de dire que l'Irlande, ça marche très fort d'un point de vue économique. La paix, on y est peut-être déjà en Irlande du Nord. Est-ce que l'Irlande a encore besoin d'aide? La paix en Irlande du Nord a encore besoin d'aide politique notamment, parce que c'est un sujet qui est pas totalement réglé, bien sûr, même si sur le plan des violences et des guérillas, on pourrait dire, ça a été réglé. Mais vous avez raison, l'Irlande, la République d'Irlande connaît un développement incroyable, et là, de ce point de vue-là, c'est peut-être plutôt à l'Irlande maintenant d'aider d'autres pays. On a l'image d'un pays très catholique. Est-ce que c'est encore un bastion catholique en Europe aujourd'hui, l'Irlande? Bastion catholique, je ne pense plus, parce qu'il y a eu cette crise énorme, qui est plus qu'une crise, qui est presque une révolution culturelle, qui a été donc le scandale en fait des prêtres pédophiles. Alors tout de suite, je vous propose justement de revenir sur ces scandales de pédophilie qui ont secoué l'Église d'Irlande. Le pape a évoqué ce dossier lors de la dernière visite des évêques irlandais au Vatican. On regarde. Les abus sexuels sur mineurs sont un sujet sérieux, mais cela devient encore plus tragique quand un membre du clergé est mis en cause. Il s'agissait de la première condamnation de la pédophilie faite par Benoît XVI. Il s'exprimait lors d'une audience accordée à des évêques irlandais. The wounds caused by such acts run deep, and it is an urgent task to rebuild confidence and trust where these have been damaged. Pour le pape, affronter ces crimes et aider les victimes est une priorité. It is important to establish the truth of what happened in the past, to ensure that the principles of justice are fully respected, and above all, to bring healing to the victims and to all those affected by these egregious crimes. We welcome this opportunity. De son côté, Monseigneur Sean Brady, le primat d'Irlande, a confié au pape que quelques 350 religieux irlandais, soit 3% du clergé du pays, étaient suspectés d'avoir commis des actes pédophiles dans les années 40. Avant de devenir pape, le cardinal Ratzinger a condamné avec force les abus sexuels sur mineurs. Durant ses années à la Congrégation pour la doctrine de la foi, il a publié un document précisant les étapes à suivre face à un cas d'abus sexuel. La première action à mettre en œuvre est celle de la suspension de charge du clerc mis en question. Un grand drame, Philippe O'Rourke. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il faut comprendre que l'Église d'Irlande, l'Église catholique irlandaise, est entre guillemets mariée avec le pouvoir politique, le pouvoir républicain, depuis la Constitution tout court d'abord de la République d'Irlande, et puis de la fondation de la République d'Irlande. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement un homme comme Eamon de Valera, qui est le fondateur de la République, qui était extrêmement proche de l'Église. Il faut savoir qu'il s'est fait enterrer dans son costume de tertiaire franciscain, qui a été un des fondateurs de l'IRA et qui a été très très proche de l'Église. L'Église catholique irlandaise a été l'âme un peu de la résistance. Donc identité nationale et identité religieuse qui se rejoignent. Qui se rejoignent totalement. Et l'Église incarne non seulement la résistance, mais en fait fonde la République, ce qui est pour des Français quelque chose d'assez difficile à comprendre. Donc dans ce contexte, ce qui s'est passé avec ces prêtres pédophiles est très très grave. Alors l'Église a participé au pouvoir, clairement. Elle a eu d'ailleurs un quasi-monopole sur tout le système de santé et tout le système éducatif. Et elle a connu une dérive qu'on
qu'on pourrait qualifier d'autoritaire, très conservatrice, avec une hiérarchie très très forte, et en même temps des gens qui rejoignaient la prêtrise, qui pour des raisons parfois sociales, économiques, de pouvoir. C'était un statut social de devenir prêtre. C'était tout à fait. C'était dans beaucoup de familles irlandaises en 40, puisqu'on parle de 40, et même un peu avant, c'était une réussite sociale que de devenir prêtre. Et on peut imaginer très bien également que des prédateurs, parce que les pédophiles sont pas tous, mais enfin beaucoup sont des prédateurs qui ont des stratégies, ont rejoint les rangs de l'Église, sachant que l'Église était un quasi-protectorat, inattaquable. Alors il y a eu 3000 plaintes déposées. Alors on parle de 3000 plaintes, oui, il y a eu instruites. En fait, il y aurait peut-être encore plus peut-être d'abus, parce qu'il y a différentes sortes d'abus. On parle de 500 millions d'euros d'indemnisation pour les familles des victimes. Donc autant vous dire que c'est absolument ça a été un cataclysme dans les années 95, puisque ça s'est passé, la dénonciation s'est passée dans les années 95, alors que les faits souvent avaient lieu dans les années 70. Il y a eu un effet retard, bien sûr. Ça a été une boîte de Pandore. Beaucoup de mères de famille irlandaises très catholiques se sont évidemment émues. Ça a été presque une révolution culturelle qui a enclenché une chute drastique des vocations et aussi une chute importante de la participation à la messe, le dimanche, qui était la plus élevée d'Europe. Aujourd'hui encore, on voit les marques sur cette église d'Irlande ? Oui. Le drame a été tellement profond, la crise a été tellement profonde qu'il y a eu quand même un détachement très fort, pour ne pas dire une défiance, d'une grande partie de la jeunesse, et puis aussi de beaucoup d'Irlandais en fait, par rapport à l'Église. Mais il y a aussi eu la modernité qui a été un autre élément, avec la réussite que le tigre celtique, puisque c'est comme ça qu'on a... La réussite économique du pays. La réussite économique absolument du pays, évidemment a déclenché aussi on pourrait appeler ça une dérive matérialiste et un éloignement par rapport à l'Église. Là, je crois qu'on arrive à une phase intéressante où il y a des signes, si vous voulez, ils sont pas très nombreux, mais il y a quand même des signes d'espoir. C'est-à-dire ? Quels sont-ils ? D'abord, il y a deux éléments très positifs pour l'Église catholique irlandaise après ce drame. C'est d'une part le rôle qu'elle a joué très positif dans le processus de paix en Irlande du Nord. On en reparlera tout à l'heure. Et d'autre part, le fait, il ne faut pas l'oublier, on l'oublie souvent, qu'il y a énormément de missionnaires irlandais en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde en fait, même en Amérique du Sud aussi. Il y a une tradition, si vous voulez, de mission. Et ça, c'est des réserves de vocation qui sont, si je puis dire, aérées par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette église irlandaise insulaire, fermée, qui a protégé donc des prêtres pédophiles pendant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont cette réserve de missionnaires qui reviennent au pays par le jeu un peu des chaises musicales des congrégations et donc qui apportent de l'air frais parmi les prêtres. Ce développement économique, qu'en dit l'Église ? J'imagine qu'elle est satisfaite, mais en même temps, elle a du souci à se faire. Comment elle réagit ? C'est comme je voulais un peu indiquer, c'est sûr que ça va pas dans son sens, puisque le développement économique en Irlande est non seulement très fort, mais il s'est installé sur un pays qui avait un peu un complexe du retard. Il ne faut pas oublier que l'Irlande a été pendant très très longtemps, mais pendant des siècles et des siècles. Et il y a encore 30 ans ou 20 ans. Oui, puis surtout pendant on pourrait presque dire des millénaires, en tout cas des siècles, ça a été l'incarnation de la pauvreté en Europe. Il ne faut pas l'oublier, avec la grande famine. Donc ça a été souvent le pays le plus pauvre d'Europe. Et là, donc il y a une espèce d'avidité à rattraper ce retard qui fait qu'il y a un détournement par rapport à toutes les valeurs spirituelles, c'est sûr. Mais en même temps, justement, comme il y a pas mal de problèmes qui se posent, notamment par rapport à la drogue, par rapport à la recherche de sens, évidemment, il y a une opportunité pour l'Église qu'elle commence à jouer. Alors justement, vous l'avez dit, l'Irlande était un parent pauvre de l'Europe il y a encore 20 ou 30 ans. Mauvais résultats économiques, conflit entre catholiques et protestants en Irlande du Nord. Les choses ont bien changé, d'autant plus que dans la province britannique, la paix semble être revenue. On regarde. Pendant des années, ces images étaient trop familières aux citoyens d'Irlande du Nord et du Sud.
Mais aujourd'hui, les deux anciens ennemis, le révérend Ian Paisley et Martin McGuinness, ont laissé de côté les problèmes et dirigent ensemble un nouveau gouvernement en Irlande du Nord. La présidente d'Irlande, Mary McAleese, se réjouit beaucoup de ces nouvelles. C'est formidable de voir les Irlandais et les Britanniques vivre les meilleures relations qu'ils aient jamais eues en 900 ans, de voir l'Irlande vivre en paix, dans la prospérité, comme jamais auparavant. C'est merveilleux de constater une nouvelle atmosphère de collaboration en Irlande du Nord. Le nouveau gouvernement est le fruit d'un compromis de personnes qui trouvaient difficile de se trouver ensemble il y a peu de temps encore. Benoît XVI a exprimé sa satisfaction quant à la paix en Irlande du Nord lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de Grande-Bretagne et d'Irlande près le Saint-Siège. Le conflit entre catholiques et protestants, vieux de plusieurs siècles, a récemment pris fin. Néanmoins, les positions sont telles que la question du caractère durable de la paix obtenue peut légitimement se poser. La paix sera maintenue si nous travaillons ensemble. C'est aussi simple que cela. Même si nous reconnaissons tous que le sectarisme reste un problème significatif, c'est une question que les gens commencent à surmonter. Certains parlent d'un autre problème, relevant du fait que le nouveau gouvernement serait formé d'extrémistes. Mais la présidente Mary McAleese rejette cette idée. L'Irlande du Nord ne s'est pas orientée vers les extrêmes. Soyons très clairs sur cela. L'électorat n'a pas évolué vers l'extrémisme. Ce sont les extrémistes qui se sont déplacés vers le centre, ce qui représente une perspective différente. J'aimerais aussi pouvoir penser que c'est le centre qui est revendiqué. Enfant, la présidente irlandaise a vécu à Belfast, au cœur des troubles. Dans le conflit, elle y a perdu un frère. Mais au lieu de garder de la rancœur, elle a choisi de mettre son expérience à profit. Je pense que cela m'a aidé à comprendre les problèmes du Nord, ce qui m'a permis de mener correctement ma mission de président. Ce n'est donc pas par hasard si, lorsque j'ai été nommée présidente, j'ai choisi comme thème pour mon mandat « Construire des ponts ». Parce que je savais que ce qui nous manquait entre le Nord et le Sud était la confiance. C'était la confiance l'un envers l'autre qu'il fallait établir. La présidente irlandaise était à Rome pour la canonisation de Charles of St. Andrew ou Karel van Sint-Andries, prêtre de la congrégation de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a passé une grande partie de sa vie à exercer son ministère à Dublin. Elle était convaincue que, comme beaucoup d'autres saints et saintes d'Irlande, il a contribué à faire de son pays ce qu'il est aujourd'hui. Je vois aujourd'hui une Irlande conduite par un esprit de service dont Charles of St. Andrew pourrait être extrêmement fier. Cette attitude reflète typiquement sa spiritualité et son esprit de leadership. Je dois dire que je ne suis pas inquiète de l'âme de l'Irlande. En fait, pour être parfaitement honnête, je crois que l'Irlande se porte très très bien. Une optique positive pour un chef d'État dont l'influence est certes limitée, mais dont l'amour pour son pays ne connaît pas de limite. Philippe O'Rourke, c'est une guerre ethnique, culturelle ou une guerre de religion, ce qui s'est passé en Irlande du Nord? C'est une guerre, je dirais, politique en fait. C'est une guerre de décolonisation qui ne s'est pas faite, qui ne s'est jamais vraiment faite. Parce que en fait, les Anglais ont colonisé. C'est une guerre identitaire, c'est très important. Il faut comprendre que c'est pas une guerre de religion du tout au sens où on pourrait le croire. Vous avez deux partis catholiques en Irlande du Nord, dont un qui s'appelle le Parti républicain, le Sinn Féin, et vous avez deux partis protestants, un qui est ultra-protestant, qui est loyaliste, et un autre qui est un peu plus modéré, qui est modéré. Mais on est catholique là-bas parce qu'on a un nom catholique. On est catholique parce qu'on vit dans un quartier catholique. On est catholique, mais on n'est pas catholique parce qu'on va à la messe, pas plus que les gens de l'IRA vont à la messe. Enfin, il n'y a pas de, c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est très, il y a un aspect ethnique, c'est incontestable. Il y a un aspect identitaire qui est extrêmement marqué. On est en crise identitaire permanente. Mais surtout, il y a un aspect politique qu'il faut pas oublier et qui est en train d'être résolu, mais qui va prendre du temps quand même. C'est intéressant ce qu'elle dit, cette présidente, d'ailleurs, qui est d'origine nord-irlandaise, qui a vécu à Belfast. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Ah, complètement. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Et j'insiste aussi, comme elle, sur le fait qu'il faut continuer si vous voulez, à œuvrer pour la paix tous les jours, parce qu'il y a quand même encore des sectarismes. Les Nord-Irlandais commencent à se rendre compte de l'intérêt de faire la paix? Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que la population prend goût à la paix. Ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Ils étaient complètement pris par leur passion. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que les deux partis extrémistes qui ont effectivement pris de l'ampleur au niveau électoral, je rejoins tout à fait ce que dit la présidente McAleese, c'est qu'ils se sont rapprochés du centre. Ils ont
déposer les armes, où ils ont fait déposer les armes. Ils ont d'ailleurs été suivis, il ne faut pas l'oublier, que l'IRA obéit au Sinn Féin et que les milices paramilitaires protestantes obéissent au révérend Paisley. Et donc si on a mis les deux extrêmes, les deux grands chefs historiques des extrêmes au pouvoir donc en Irlande du Nord, à Belfast, c'est aussi parce qu'ils avaient fait un pas, on les a forcés, on les a poussés, mais ils ont fait un pas vers le centre. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ce ne sont pas des extrémistes qui arrivent au pouvoir. Ils ont un passé d'extrémistes. Il y a eu quand même l'IRA, ça a été des bombes. Et en face, on a quand même un des plus grands sectaires, un des protestants les plus sectaires du monde, le révérend Paisley. Mais au moment où ils arrivent au pouvoir, effectivement, ils ont fait un pas vers la modération, un pas important. Dans ce sujet, on a vu ces images terribles d'attentats, de conflits. On se souvient des attentats de l'IRA. Est-ce qu'on peut parler d'un terrorisme qui était catholique ? Non. L'IRA, c'est les républicains. Enfin, vous me direz, tous les républicains sont catholiques. Mais et là-bas, on vous traite de catholique très facilement. Il suffit que vous ayez un nom, par exemple, catholique. Non, c'était pas un terrorisme. Il y a eu une dérive terroriste, mais elle était plus liée à une partie de l'IRA qui, par exemple, pour financer des armes, avait des accointances avec des trafiquants de drogue, ou est allé voir Kadhafi à un moment, le colonel Kadhafi à un moment, il y a une vingtaine d'années, ou les services secrets de l'Est également. Il y a eu des alliances comme ça, ponctuelles, et il y a eu une dérive terroriste, évidemment, avec les attentats à la bombe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Sinn Féin, qui est quand même le parti politique de l'IRA, a su museler les terroristes. L'Église, qu'est-ce qu'elle disait sur ce terrorisme de l'IRA ? Alors l'Église catholique irlandaise a quand même joué un rôle très positif par rapport à la paix. Pourquoi ? Parce qu'elle était au contact avec les catholiques qui étaient souvent dans des quartiers plus pauvres, comme vous le savez, avec des taux de chômage 4 fois supérieurs. Et l'Église catholique était aux côtés, en fait, d'une part de tous les catholiques d'Irlande, du Nord, mais aussi des républicains. Et elle était en contact aussi avec l'IRA. Il y a eu quelques prêtres, évidemment, qui ont été, on peut dire un peu extrémistes, mais globalement, elle a joué un rôle très positif, surtout dans la paix. Parce que la paix, quand vous êtes dans une région comme ça, la paix, c'est comme une fleur, il faut l'arroser tous les jours. C'est vraiment un combat de tous les jours. Parce qu'il y a des problèmes énormes. Il y a par exemple un problème qui est important, c'est le problème des écoles. Il faut savoir qu'il y a encore près de 95% des enfants d'Irlande du Nord qui vont dans une école confessionnelle de leurs parents. Il y a pas suffisamment encore d'écoles, ce qu'on appelle integrated schools, des écoles mixtes, si vous voulez, au sens religieux du terme. Il y en a de plus en plus, mais d'ailleurs mon association, les Ireland Funds, nous finançons des écoles mixtes. Mais c'est très important en fait de se battre tous les jours et dès la prime enfance pour donner envie de vivre en paix. Alors, à propos de cette paix, je vous propose d'écouter le témoignage d'un moine bénédictin irlandais qui revient sur la responsabilité des églises dans ce conflit. On regarde. L'Église catholique vit actuellement en Irlande et doit vivre encore une grande purification. Je crois qu'une tentation pour les hommes d'Église, c'est de dire que ce n'est pas un conflit religieux. Mais n'empêche, il y a une dimension religieuse au conflit qu'on ne doit pas négliger. Et si on demande à l'Église, aux églises, de faire partie de la solution, c'est quand même reconnaître qu'on fait partie du problème. That conflict and hatred, which appeal to religion and breed on past wounds, be banished like a plague from among us. For the unity of Christians for whom Christ died, let us pray to the Lord. Je crois profondément à la possibilité de pardonner. Je crois que le pardon n'est pas facile. Je crois que le vrai défi pour nous tous, et tous nous avons été blessés dans ce conflit, c'est de ne pas faire miroir avec l'ennemi, de ne pas devenir ennemi à notre tour. Ne pas devenir ennemi à notre tour. C'est pas mal ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Je ne peux être que d'accord avec ça, bien sûr. Il faut savoir pardonner, quoi. C'est un endroit, l'Irlande du Nord, où il y a un pardon qui est à l'œuvre, des deux côtés d'ailleurs, dans les deux communautés, et on le sent. Quand on y va, c'est dans des petites choses quotidiennes de tous les jours. Exemple. Voilà. Vous avez un exemple,
par exemple, de ces petites choses quotidiennes? Bah oui, je vous ai cité les écoles mixtes, mais il y a aussi des réunions de riverains qui se font maintenant entre catholiques et protestants. Pas suffisamment, parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a encore des quartiers catholiques, il y a encore des quartiers protestants, il y a encore beaucoup de drapeaux. Moi, je suis allé à Belfast il y a quelques années, j'étais frappé, ce qui est quelque chose qui est très frappant, c'est les drapeaux. Vous avez des quartiers où vous avez plein de drapeaux britanniques, et vous avez des quartiers où vous avez des drapeaux tricolores irlandais, et bon, il y a aussi les graffitis. Ça reste un petit peu, mais globalement, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai de l'espoir, évidemment, pour l'Irlande du Nord. Alors, ce moine m'intéressait aussi pour autre chose, pour un autre sujet. Vous me disiez, en préparant cette émission, que l'Irlande avait une grande tradition monacale. Oui, alors ça c'est quelque chose qui intéresse surtout beaucoup les historiens, d'une part, et les théologiens. Il y a eu effectivement, après que l'île entière, l'Irlande à l'époque, elle était entière, après qu'elle ait été donc évangélisée par Saint Patrick au début du 5e siècle, de façon étonnante, en plus sans une goutte de sang, et par la tête, puisqu'il a évangélisé finalement les druides. Il y a eu pendant 4 siècles ou 5 siècles, il y a eu le monachisme celte. Ça a été donc, c'est une exception dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que pendant 4 à 5 siècles, l'Église catholique irlandaise n'a vécu qu'avec des moines. Les évêques étant en fait des prieurs d'abbaye. Il n'y avait pas du tout de clergé séculier. Ils avaient un lien avec l'Église catholique romaine? Oui. Voilà. D'ailleurs, Saint Patrick était venu de Rome. Enfin, il était parti à Rome, puis revenu en Irlande on en est à peu près sûr, sur ordre du pape, ou sur le conseil du pape, pour évangéliser donc ces tribus celtes, donc polythéistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu effectivement, un lien entre Rome et l'Irlande quand même, puisque c'était un monachisme romain, mais il y avait quand même des tensions très fortes, puisqu'il refusait la hiérarchie des évêques, des archevêques, il refusait surtout le clergé séculier. Donc c'est intéressant de voir. Tout en étant très catholique, finalement. Ah, tout à fait. Je dirais même presque d'autant plus qu'ils étaient catholiques qu'avec des moines, que par les moines et que pour les moines. C'est-à-dire que c'était un catholicisme monacal. On a parlé du monachiste, on pourrait même dire, le monachisme celte, et je dirais qu'ils étaient encore plus catholiques. Ça correspond un peu à la tradition clanique des Irlandais? Sûrement, il y a de ça. Et puis les druides. L'importance des druides dans l'ancienne civilisation celte. Il fallait savoir que les druides, c'était 20 ans de connaissance, c'était des gens qui parlaient d'égal à égal avec les chefs de clan. Donc le prieur d'abbaye a joué un rôle qui était le rôle du druide quelque part, et je pense que ça s'est passé un peu comme ça. Et il y a eu un rayonnement, puisque beaucoup de saints irlandais ont rayonné en Europe par la suite, et c'était des moines. Aujourd'hui, on constate encore les traces de ce passé dans l'Église d'Irlande, dans le visage de l'Église d'Irlande. Est-ce qu'elle est toujours aussi rebelle? Elle est tellement en crise qu'elle est moins rebelle, c'est sûr. Donc je pense pas que ça puisse jouer un rôle si important aujourd'hui, cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette crise énorme, qui est plus qu'une crise, qui est une révolution culturelle. Et puis bon, il y a les missionnaires, il y a le clergé séculier, il y a surtout ce grand vent de modernisme, de modernité en tout cas, qui balaye l'île. Donc il y a tellement d'éléments qu'on ne peut pas vraiment dire que les moines jouent encore un rôle, bien sûr, mais c'est plus aussi important qu'avant. En quelques mots, on arrive à la fin de cette émission. Si vous aviez à définir un défi de cette Église catholique irlandaise, quel serait-il? De trouver ce supplément d'âme qui lui a manqué pendant quelques années, avec un regain de spiritualité. Je crois que les jeunes Irlandais, il faut penser aux jeunes, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud d'ailleurs, ont besoin de redonner du sens. Mais ils le cherchent, de redonner du sens, parce qu'ils sont quand même dans un moment très matérialiste, de rattrapage de retard, comme je l'ai dit. Donc c'est un regain de spiritualité que je souhaite, mais qui existe déjà un peu, mais que je souhaite voir se développer pour que l'Église catholique irlandaise puisse retrouver sa place, ou en tout cas retrouver une place qui lui permettra de relever le défi. Merci Philippe O'Rourke d'avoir été
avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire de l'Ireland Fund et puis un conseil de lecture si vous souhaitez aller plus loin en anglais. Pour une fois, un livre qui évoque cette situation de l'Église irlandaise. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.